Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. J-3 avant la tenue du GECF à Alger, puis celle du 7e sommet des chefs d'État le 2 mars prochain. L'un des plus grands rendez-vous de l'énergie dans le monde va donc se tenir dans un contexte de tensions géostratégiques, de nouvelles mutations énergétiques, dont les impacts du réchauffement climatique. Autant de dossiers qui interrogent bien sûr au niveau des pays exportateurs de gaz et sur lesquels il faudra s'entendre. Que faut-il donc attendre de cette rencontre? Quelles décisions innovantes pourraient sanctionner le sommet d'Alger pour défendre et promouvoir le gaz, une énergie qui devrait accompagner la transition énergétique pendant longtemps encore? Et comment l'Algérie peut faire de ce rendez-vous une opportunité pour mieux se placer sur ce marché complexifié, avec notamment la multiplication des acteurs gaziers et le développement fulgurant du GNL dans le monde. Notre invité ce soir, monsieur Dr Mourad Preur, expert international dans les questions énergétiques. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Alors, très rapidement, il y a évidemment beaucoup de dossiers qui attendent des réponses dans ce prochain GECF. Quel est son enjeu principal, docteur Mourad Preur? En fait, le GECF est à sa 7e réunion. Le but de ce type de forum, oui, parce que ça n'est pas une organisation, est de faire converger les points de vue des membres, donc des exportateurs de gaz, qui ont des intérêts souvent divergents, mais trouver le minimum sur lequel ils peuvent construire une action structurante et pour renforcer la position du gaz naturel et ses débouchés. D'abord, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable, le gaz naturel. C'est une ressource qui aujourd'hui représente moins du quart du bilan énergétique mondial, donc 24% du bilan énergétique mondial, 23%, et qui est nécessaire pour équilibrer la demande énergétique mondiale. Maintenant, les pays exportateurs de gaz doivent travailler à travers le forum à défendre leurs droits souverains sur le gaz, donc à valoriser au maximum le gaz naturel, donc en faveur de leur développement national, et dans une perspective beaucoup plus éloignée, de sécuriser donc leurs débouchés dans une logique, dans une dynamique de développement durable, de stabilité, et faire du gaz naturel ce qui est relativement admis. L'une des énergies clés dans la transition énergétique. Oui, on va revenir là-dessus, parce que en fait, il y a eu beaucoup de théories sur... il y a eu un peu une diabolisation du gaz, comme toutes les énergies fossiles. Aujourd'hui, on revient un peu là-dessus, avec cette transition qui s'est plutôt mal passée pour les Européens. Alors, beaucoup, Monsieur Preur, attendaient une explosion des prix avec la guerre génocidaire que mènent les sionistes contre les Palestiniens de Gaza, et avoir finalement le même effet inflationniste sur l'énergie, comme avec la guerre en Ukraine. Pourquoi, d'abord, cela n'a pas eu lieu? Et vous êtes de ceux qui disent que ce contexte géopolitique explosif va finir par produire ses effets de manière différée, finalement. C'est-à-dire pour les stratèges, une crise, la lecture d'une crise se fait à travers les effets immédiats de la crise et à travers les effets des traumas que génère cette crise dans les consciences. Donc, ils peuvent être des effets... Il y a un effet retard qui n'augure rien de bon. Parce que un génocide qui
qui se produit au grand jour, dans l'indifférence générale, alors même que les pays européens s'offusquent quant aux dégâts qui sont causés à la population par la guerre en Ukraine. On n'a jamais eu une telle simultanéité dans l'indignation sélective. Tout à fait. Et moi, je suis inquiet parce que, bon, il y a la crise ukrainienne qui imprègne les équilibres gaziers. L'Europe s'est retrouvée brutalement coupée de 170 milliards de mètres cubes d'importation. Hein. Donc, ce qui représente plus du tiers de sa consommation. Et le pays locomotive de l'Europe, à savoir l'Allemagne, s'est trouvé dans une situation non seulement de précarité énergétique, mais avec une récession, une inflation exogène qui est générée par l'énergie, qui fait que l'Allemagne est en récession, qui l'aurait pensé il y a 2 ou 3 ans. Mais est-ce que c'est pas finalement la même configuration avec la guerre au Proche-Orient? Alors justement, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que nous sommes dans un système qui est instable, déjà. D'accord. Oui, mais le lien n'est pas le même. Avec le gaz russe qui a été finalement, dont l'Europe veut s'affranchir, entre guillemets, c'est pas tout à fait la même situation. Donc il peut ne pas y avoir du tout d'effet. C'est-à-dire, en fait, c'est les théories du chaos et de la complexité qui vous permettent de comprendre une situation pareille. L'Europe s'était lancée dans une illusion une transition énergétique. Écologiste, pardon. Et c'est ainsi qu'elle avait décrété qu'elle allait abandonner 70% de sa consommation gazière d'ici 2050, et avec le Green Deal, le Repower European Union. Donc ils se sont lancés dans une illusion pareille. Et dès lors que l'écologie est prise en charge par des partis politiques, ça devient une affaire politique. Donc on a idéologisé. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée, si vous voulez. Hein, d'accord ? Donc on s'est lancé à corps perdu dans les énergies vertes, et on a oublié le fait que ces énergies sont intermittentes. C'est-à-dire que la nuit, il n'y a pas de soleil, et le vent, il peut ne pas y avoir. Et c'est ainsi qu'en 2021, nous avons connu le premier choc gazier de l'histoire. Oui. Avec des prix du gaz qui ont augmenté de 600%. Ce qui est exceptionnel. Et donc, mais alors justement, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui qui ont été impliqués? Je vais vous donner un exemple avec la création par la Commission européenne d'une plateforme commune d'achat du gaz. Est-ce que c'est ce type de mécanisme qui contribue à maîtriser les coûts finalement? D'abord, vous parlez à quelqu'un qui pense que l'Union européenne est dans une sale situation. Oui. Je ne sais pas si elle va survivre aux crises qui sont en train de frapper l'Europe, notamment l'Euroland. Mais la question, j'ai dit, le premier étage de la fusée était cette illusion écologiste qui a produit des déséquilibres. Hein. Le deuxième étage a été la crise ukrainienne, qui a là complètement balayé la situation de l'Europe. Alors l'Allemagne qui réouvre des centrales à charbon, les écologistes allemands qui regardent ailleurs, etc., etc. Et l'Europe qui achète du gaz 6 à 7 fois plus cher du GNL américain, dans le cadre de contrats de long terme. Même si le prix, c'est le prix spot, il est calé sur le Henry Hub américain. Et tout ça
provoque une situation, alors que l'Europe n'était pas encore sortie des conséquences lointaines de la crise de 2008, où les États se sont surendettés pour sauver leur système financier, alors que l'Europe n'était pas encore sortie de la crise des effets économiques de la crise du Covid, alors que les États, c'était la France avec 3100 milliards de dollars de dette, qui finance encore qui subventionne encore les voitures électriques. L'État français, on se pose des questions, comment il va s'en sortir. Alors pour revenir à la question des prix, aujourd'hui, quelle va être la tendance je vais y venir, si vous le permettez, madame. Donc, le troisième étage de la fusée, et celui-ci, personne ne sait comment ça va finir, parce que, je vous ai dit, c'est les théories du chaos et de la complexité qui vous permettent de comprendre, parce que ça ne s'additionne pas, ça se confond pour créer une situation qualitativement nouvelle et imprévisible. Le troisième étage, c'est la crise moyen-orientale. Est-ce que l'équilibre précaire au Moyen-Orient va survivre à l'arrogance sioniste, l'arrogance criminelle sioniste? Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Donc on ne sait pas aujourd'hui? Donc personne, aucun expert ne peut vous dire comment ça va se passer demain. Alors maintenant, quand on y réfléchit, le prix aujourd'hui, le prix c'est un prix qui est déterminé en fait par l'offre et la demande. Le fait que les marchés spot se sont incrustés dans le marché gazier européen comment dirais-je, depuis 1995, sous l'injonction de l'Union européenne, et coexistant avec les marchés de long terme, avec clause de take-or-pay, avec des prix indexés sur les prix du pétrole, et qui ont stabilisé l'industrie gazière européenne, qui ont permis sa construction. Et l'Algérie a été l'un des acteurs qui a permis cette... Tout ça a été balayé par le fait que quand vous avez des transactions de court terme, ça c'est la théorie économique qui le dit, quand le court terme coexiste à côté du long terme, le court terme oriente le long terme. D'accord ? Et donc là, on s'est retrouvé dans une situation tout à fait instable, avec une demande qui ne trouve pas d'offre pour la satisfaire. Et c'est ainsi que, sur le plan, c'est-à-dire ce sont des évolutions qu'aucun expert ne pouvait prévoir, à savoir que la globalisation néolibérale du marché gazier, c'est-à-dire c'est le marché qui est roi, donc l'intervention de l'État dans le marché fausse le libre jeu de la concurrence, et donc elle est proscrite. C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, les États se mêlent du commerce gazier. De quelle manière? Par les embargos, par les règles contraignantes qu'ils imposent aux acheteurs gaziers. Donc on est dans une situation... C'est pour ça que je vous dis, on est dans un chaos. Ce n'est pas une évolution ni linéaire ni exponentielle, c'est une situation chaotique. C'est quelque chose qui pourrait être abordé justement au cours de ce sommet du G20. Je pense que les experts qu'il y a au niveau du sommet réfléchissent à ces questions-là. Maintenant, parce que le principe dans l'industrie gazière, ce n'est pas la même logique que l'industrie pétrolière. Le pétrole est liquide, c'est le cas de le dire. Vous pouvez transporter du pétrole au bout de la planète, il n'y a pas de souci, dans des bateaux. Mais le gaz, vous ne pouvez pas, il y a une contrainte de distance. Vous le liquéfiez, à moins 162 degrés, vous diminuez son volume de 600 fois, mais vous envoyez un méthanier d'Algérie en Chine, il met 2 mois. C'est compliqué, 2 mois d'immobilisation. Alors, justement, on va s'intéresser rapidement, allez-y. Vous vouliez conclure parce que je vais vous poser encore plusieurs questions
pour non, avancer je vous un en petit peu. prie, Voilà. parce que On ne pourra pas faire toujours des l'essentiel, digressions. c'est que nous éclairions nos Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse au GNL, justement. La part du gaz naturel liquéfié représentait en 2023 environ 35% et devrait monter à 48% d'ici 2030. Vous l'avez dit, l'Europe gazière est en perdition et contrainte donc d'acheter auprès des Américains dans des contrats longs et à des prix beaucoup plus onéreux. L'Europe a pourtant augmenté 40% de ses importations de GNL auprès des Russes. On ne le dit pas assez. Et il y a aussi cette concurrence sur le marché spot qui peut encourager peut-être d'autres énergiciens. Alors, vous venez de le dire, hein, c'est un peu le chaos, mais finalement, ce marché du GNL est venu bouleverser la carte énergétique, la carte du gaz, précisément, le marché du gaz. On a du mal à la lire aujourd'hui, cette carte. En fait, il y a dans les marchés gaziers, hein, il y a les prix qui sont négociés. Ils existent encore, hein, des prix qui sont négociés dans le cadre de contrats de long terme. Oui. D'accord. Et notamment avec une indexation, avec les contrats traditionnels un peu. Hein. Une sophistication des indices qui sont pris en compte dans l'indexation. Mais la tendance, c'est que ce sont des contrats de long terme, mais avec clause de take or pay, c'est-à-dire que l'acheteur paye même s'il ne prend pas. Hein, mais avec un prix qui est le prix spot. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le producteur qui prend en charge le risque volume, le risque marché. Si le prix s'effondre, lui, il a investi 10 milliards de dollars dans une chaîne gazière, eh bien, il va se casser la figure. D'accord? Donc, les acheteurs sont de plus en plus prudents et ils ont besoin, à l'intérieur de ce forum, par exemple, de coordonner leur action. Parce qu'il faut de nouvelles capacités. Il faut de nouvelles capacités de production, il faut de nouvelles capacités de liquéfaction, il faut de nouvelles capacités de transport maritime. Alors, quand vous avez les Américains, j'abonde dans votre sens, vous avez les États-Unis qui fonctionnent actuellement avec 7 terminaux de liquéfaction de gaz actifs et vont en construire une quinzaine dans les prochaines années. Hein. C'est un processus assez long. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter puisque les USA pourraient prendre des parts de marché, notamment en Europe, qui nous intéresserait, nous, en Algérie? D'abord, merci de préciser que les capacités de liquéfaction sont situées autant dans la côte atlantique que dans la côte pacifique. Hein, d'accord. Donc, le problème, pour ce qui est de l'Algérie, vous allez me pousser à revenir sur une idée qui, pour moi, est essentielle. Oui. Ensuite, je répondrai à votre question, si vous le permettez, madame. D'accord. Donc, l'Algérie ne doit plus se considérer. C'est une question, à la limite, je vais être... existentielle? Non, c'est une question d'honneur national. Ah. C'est pas de la démagogie. Je ne suis pas une source, un exportateur. Je suis un acteur gazier, un acteur énergétique à travers son attrape. D'accord? Nous avons une expérience unique dans l'industrie gazière, unique dans le monde. D'accord? C'est-à-dire un ingénieur qui a connu tous les types d'incidents techniques dans les installations, qui a connu des tempêtes centenaires, c'est une richesse, un capital irremplaçable. La preuve, c'est que nous en avons perdu beaucoup qui sont au Qatar en train de faire tourner les installations de GNL qatari. Oui. D'accord? Donc nous avons une expérience, une expertise. Seulement, le lien entre notre industrie gazière et notre industrie tout court, d'accord? Nos entreprises, entre notre industrie gazière et nos universités,
est-ce que l'université d'Oran est un leader dans la cryogénie? Non. Pourtant, à Arzeux, on refroidit à moins 162 degrés du gaz. Tout à fait. D'accord. Est-ce que l'université de l'Arwat ou d'Adrar est un leader dans la production de gaz naturel? Non. Oui. Ces articulations qui sont nécessaires, qui sont vitales, parce que c'est là la force de Sonatrach. Ça devrait être là. D'accord. Pour liquéfier du gaz, il faut des échangeurs cryogéniques. On utilise de l'acier au carbone, on utilise du cupronickel. Les industriels algériens savent faire ça. Les opérations de maintenance des usines de liquéfaction, on doit impliquer l'université, on doit impliquer les maintenances annuelles. Il y a l'arrêt toujours annuel. Et donc à partir de là, je reste sur cette idée de... comment dirais-je, excusez-moi si j'ai insisté trop sur cela. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Donc, être un acteur gazier, c'est-à-dire tous les procédés sont opérés en Algérie. Les leaders technologiques, les grands industriels de la liquéfaction opèrent en Algérie. Certains sont même nos partenaires dans l'hélium, etc. Oui. Un géant américain est très présent chez nous. Donc nous devons profiter, parce que l'industrie, le GNL aujourd'hui, il a constitué 20% pendant 10 ans des échanges du commerce gazier. Aujourd'hui, il est à 30-31%. Donc ça ne doit pas nous inquiéter. Il va être à 58% en 2050. Monsieur Preur, ça ne doit pas nous inquiéter, cette domination. On peut parler de domination des Américains dans le GNL aujourd'hui. Mais dès lors que vous êtes dans une perspective d'acteur énergétique, ça veut dire à condition, bien sûr, que l'on soit dans une perspective d'acteur énergétique. Ce qui était une menace devient des opportunités. C'est ça. C'est-à-dire que moi, la France ou l'Italie qui veulent acheter du gaz algérien, je leur dis, il faut une intégration croisée entre Sonatrach et vos énergéticiens. Oui. C'est-à-dire que Sonatrach soit présente jusqu'au client final. Oui. Qu'elle lui fournisse des molécules de gaz, des kilowattheures. Ça ne veut pas dire, je le répète, que le drapeau de Sonatrach doit flotter sur les Champs-Élysées. Non, mais c'est très clair. Qu'elle rentre dans le capital. Et là, le gaz qui viendra des États-Unis ou du Moyen-Orient ou d'Afrique sera une opportunité. On aura traversé le miroir. C'est ça ce qu'il faut viser. Parce que nous avons une fenêtre d'opportunité, nous sommes indispensables. Nous sommes une variable d'ajustement aux équilibres gaziers européens aujourd'hui. Dans 5 ans, 10 ans, ça va partir. C'est un paradigme qui ne changera pas, selon vous? Non. Y compris avec l'introduction ou la domination d'autres acteurs dans le marché du gaz. Nous sommes une variable d'ajustement. On va un petit peu avancer parce qu'il vraiment il nous reste plus beaucoup de temps. Excusez-moi, peut-être que j'ai débordé sur... Non, mais c'est très bien. Vous avez cette pédagogie dans l'argumentaire. Un mot sur le gaz de schiste, le gaz de pétrole. Aujourd'hui, les USA dominent aujourd'hui le marché du gaz, un peu grâce au pétrole et au gaz de schiste. Ça représente aujourd'hui 35% de la production du gaz aux États-Unis. L'Algérie posséderait la 3e plus grande réserve au monde de gaz de schiste, avec à peu près 20 milliards de mètres cubes, 4 fois donc plus que ses réserves de gaz conventionnel. Au-delà des polémiques qu'a pu susciter le gaz de schiste et un peu cette campagne de diabolisation ou pas, je ne suis pas une experte de l'environnement, aujourd'hui on a un exemple des États-Unis qui a pu devenir un acteur gazier grâce au gaz de schiste. Qu'est-ce que cela peut nous dire sur l'Algérie? Vraiment rapidement. Bon, d'abord, moi je suis pétrolier. Oui. Je ne parle de réserve que quand on a fait un trou. Sinon, je parle de ressources. Réserve potentielle. Non, de ressources. Oui. D'accord. C'est des ressources qui deviendront des réserves 1P ou 2P ou 3P, donc prouvées, probables, possibles, etc. Dès lors qu'on aura fait des forages et qu'on les aura évalués. Mais on peut considérer que le potentiel algérien est très important. OK ? Maintenant, sur le plan, le grand souci, c'est sur le plan environnemental.
c'est l'utilisation des additifs dans la fracturation. Mais il faut savoir que Sonatrach fait de la fracturation hydraulique depuis les années 80, attention. Hein. Oui, c'est un procédé un gisement maîtrisé. comme Hassim Saoud, c'est du tight, c'est la porosité, la perméabilité, elle est minuscule. Donc est-ce qu'on peut saisir cette opportunité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore je une pense espèce de qu'à réticence? terme, le progrès technique aura permis aux hydrocarbures non conventionnels, au gaz et pétrole de schiste, d'être plus respectueux de l'environnement. Ouais. Je pense que c'est un potentiel que nous ne pouvons pas ignorer, qui demain pourra... les techniques de fracturation vont évoluer, les additifs vont évoluer, mais je dis toujours, il faut faire confiance en Sonatrach. C'est-à-dire que ceux qui travaillent sur ces questions sont des patriotes et ce ne sont pas des ennemis de l'environnement. Maintenant, il faut évaluer nos ressources en gaz de schiste. C'est important de savoir combien on a. Ensuite... on verra avec les technologies, en respectant l'environnement et... On terminera vraiment sur cette notion que vous réfutez justement sur le gaz qui ne serait qu'une énergie de transition. Vous réfutez complètement cette théorie. Vous dites que c'est une destination energy et donc que le gaz aura finalement, la longévité du gaz est assurée aujourd'hui, aux côtés évidemment des énergies renouvelables et nouvelles. Tout à l'heure, je vous avais parlé des grands... du premier étage de la fusée où tout le monde pense n'importe quoi et décide n'importe quoi. Le gaz est une énergie, les hydrocarbures représentent depuis une soixantaine d'années, ils sont dans un sentier de 60-55% du bilan énergétique mondial et en 2050 ils seront à 50%. Avec une parité, selon moi, entre le pétrole et le gaz. Hein. Les prévisions de l'AIE, vous les... Bon, l'AIE elle-même, elle s'est dédite plusieurs fois, donc, d'accord. Et puis les prévisions, vous savez, elles sont faites pour orienter aussi le pouvoir de négociation des producteurs. Dès lors qu'on vous dit que c'est l'euphorie de l'abondance, vous perdez vos moyens dans la négociation. Donc en 2050, le gaz restera là. Maintenant, c'est le consensus des experts qui estiment que le gaz n'est pas une bridge energy, mais une destination energy. C'est une énergie de destination et les renouvelables ne pourront fonctionner qu'aux côtés de centrales à gaz, dans le cadre de centrales hybrides solaire-gaz, qui permettront de fournir une énergie pilotable. Elles ne peuvent pas fonctionner toutes seules. Et l'Algérie dispose d'un ensoleillement, il faut le rappeler, de 3500 heures sur 86% par an sur 86% du territoire national, 2650 heures au nord par an, hein, et elle dispose de ressources gazières. Donc elle est en mesure de produire de l'énergie pilotable en grande quantité pour soutenir d'abord son développement, sa croissance, et ensuite pour peut-être accueillir des entreprises énergivores qui voudraient venir s'installer en Algérie ou exporter de l'énergie. Docteur Mourad Prach, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert international dans les questions énergétiques. Merci pour les précisions que vous nous avez apportées ce soir. Merci. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Au revoir.